Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada. Les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling! Bienvenue à toi sur ce 6e épisode où on va papoter avec mon invité du jour qui est Delphine. Delphine habite dans la région de Montréal depuis 6 ans déjà et va nous parler de son expérience. On va parler un petit peu d'immigration, des démarches pour devenir propriétaire, de conseils financiers, de chalets locatifs et de bien-être. Bonjour Delphine. Bonjour, Comment vas-tu? mais ça va très bien et toi? Bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je vais essayer de faire ça assez court. Donc, c'est ça, Delphine, j'ai une Française du sud de la France qui est partie donc pour Montréal il y a 6 ans maintenant, à l'aventure. C'est pas une expatriation que j'ai forcément préparée dans les moindres détails. Ça a été vraiment un goût de liberté puis de renouveau au départ. J'avais quand même un objectif en tête, c'était si possible de vivre de ma passion qui est beaucoup axée sur le bien-être, notamment le bien-être des entreprises, mais aussi le bien-être en sens large sur le développement de lui-même. Et donc, en fait, c'est un peu ça qui m'a menée à différents mandats. Puis, une fois, donc, j'ai trouvé un poste quand j'ai choisi de m'établir un peu plus précisément pour continuer en fait, parce que je suis arrivée en PVT, donc pour continuer justement mes démarches aussi d'immigration, hein. Souvent il faut un travail et tout pour pouvoir continuer, et puis aussi de l'argent. Donc voilà, je me suis établie, puis j'ai eu un emploi dans une banque où j'ai beaucoup grandi. Et ensuite j'ai fait le switch effectivement d'être entrepreneur, donc au bout de quelques années là, pour pouvoir vraiment développer cette passion-là, voilà, un peu plus à ma façon. Non, je suis venue avec mon mari, je suis venue avec mon chat. On a évolué en fait ensemble depuis ces dernières années. Donc, quand tu es arrivé au Québec, tu n'avais pas forcément prévu toutes les étapes de ton expatriation. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est 6 ans plus tard, tu y es toujours, tu as ta résidence permanente. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté aussi longtemps? Moi, ce qui m'a frappée quand je suis arrivée, ça a été beaucoup les opportunités professionnelles. En tout cas, à mon sens, que j'avais pas forcément en France. Cette facilité-là aussi, bon, au début, à trouver un travail, même si c'était pas forcément un travail qui était qualifié, mais quand même une première expérience, quoi, qu'on peut avoir. Puis ça, c'était quelque chose pour moi qui m'a donné confiance parce qu'en France, j'avais pas du tout eu le même parcours. J'avais beaucoup eu plus de difficultés de pouvoir trouver ce qui me convient. Et donc ici, c'est ça, ça a été un peu cette aisance-là à aussi parler de ces idées, de cette ouverture-là assez facilement justement pour que je puisse apporter un peu ma vision. Et je pense que c'est ça en fait, c'est cette passion-là aussi qui m'a un petit peu drivée puis qui a permis justement que j'ai un poste qui pour moi à l'époque était sur mesure extraordinaire, qui faisait vraiment appel à tout ce que j'aurais pu rêver quand j'étais avant en France. Donc c'est ça en fait qui a fait que je suis restée parce que j'ai apporté ma vision, puis j'ai beaucoup appris aussi forcément parce que dans des postes comme ça un peu de conseiller, on est beaucoup en lien avec des gestionnaires, des présidents, etc. de grandes entreprises. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui nous forme très bien. Et donc moi j'ai beaucoup appris sur ça. Et voilà. Et puis mon mari aussi, pour lui, ça a bien fonctionné puisqu'il a pu trouver un travail aussi dans ses cordes. Donc c'est ça en fait qui fait qu'on est resté puis qu'on a beaucoup grandi en peu de temps, on va dire. Du coup, quel type d'opportunités professionnelles tu as eues? Comment elles se sont présentées à toi? Ouais, alors comme je le disais, j'avais pas du tout préparé mon expatriation. Donc au début, j'avais une période de flottement. J'avais pas forcément d'idée en tête où est-ce que je voulais m'établir et tout ça. Et ce que j'avais choisi, c'était un peu de faire le tour du Québec, de quelques endroits pour voir si vraiment on voulait s'installer dans une grande ville comme Montréal ou plutôt en région. Puis on est un peu parti sur le côté Helper là qu'on appelle. Donc il y a un site internet où on peut se faire inscrire. Puis Helper, c'est vraiment aller aider des personnes qui ont des maisons ou qui ont voire des fermes ou des gardes d'enfants, peu importe là, pour faire un échange. Donc souvent ils nous accueillent, puis en échange on les aide. Voilà, on les aide dans leur activité de la maison, que ce soit des tâches à la ferme, le ménage, enfin peu importe, tout est décrit. Puis on s'est dit, on va pouvoir faire un peu le tour comme ça, découvrir, puis travailler, puis être hébergé. Parce qu'on était vraiment en mode exploratoire. Puis c'était un peu le but d'un PVT.
Et puis, au bout de quelques mois, 3, 4 mois, on s'est dit, ah, quand même, on a envie de renouer avec notre métier, puis voir un peu ce qui se passe. Puis c'est vrai que Montréal, on a beaucoup apprécié cette ville-là. Donc, on a choisi de s'installer là-bas. Puis moi, j'ai été accompagnée au début par une personne qui nous aide à refaire notre CV. Version Québec, voilà, parce que c'était vraiment différent de version français. Puis au début, la personne m'a dit non, mais moi je m'inquiète pas pour vous, vous inquiétez pas, vous allez trouver. Mais moi, j'avais un peu une culture française, donc à mon sens, je dis ouais, on va voir. Puis au final, c'est vrai que ça s'est fait super vite. J'ai eu une opportunité, donc j'ai fait quelques entrevues. Puis moi, j'étais quand même dans mon idée que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu en France, c'est-à-dire une entreprise où on travaille dans l'urgence, où il y a du micromanagement. Voilà, pour moi, le climat de travail était important. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'à certaines entrevues, ça ne matchait pas. Parce que je savais vraiment ce que je voulais. Puis je dis, OK, je préfère ne pas prendre un travail plutôt que, voilà, que de ne pas être bien. Puis, premier poste que j'ai eu, donc je pense que je suis passée par ils appellent ça une agence de placement. Donc j'en ai fait quelques-unes, c'est un peu comme une agence où il y a des chasseurs de tête dedans. Et donc en fait, on passe quelques tests et puis on passe des entrevues, puis après, ils nous proposent à des entreprises. Et c'est comme ça, en fait, j'ai eu mon premier contrat. À la base, c'était un contrat juste de 1 mois et demi, mais je me suis dit, ben, je le prends. C'était un contrat plus administratif, là, gérer des dossiers clients. Je suis parfait, ça va faire ma première expérience. Puis moi, ce que je me suis dit surtout, c'est au pire, j'aurais décroché une première expérience à l'étranger. Puis, ben, au bout d'1 mois et demi, ils ont prolongé mon contrat, voilà, à chaque fois. Et puis, en fait, un peu coup de foudre pour la culture de l'entreprise. Je pense que c'est ce aussi qui m'a fait rester. Et là, j'ai dit, OK, il y a quelque chose à faire. Je ne veux pas juste être en contrat, je veux vraiment avoir un vrai poste. Il y a beaucoup de choses qui sont présentées à moi assez naturellement. J'avais mon objectif en tête qui était dans le bien-être. Et en fait, il parlait quasiment que de ça, que de culture d'entreprise, que de transformation, que de humain. L'humain est au cœur justement de notre entreprise et tout ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai parlé, que j'avais la même vision qu'eux. Puis d'une chose à l'autre, j'ai participé à des projets. Puis en interne, vraiment, quand j'ai voulu faire plus que ce pourquoi j'avais un contrat, ils m'ont vraiment laissé faire. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime beaucoup prendre des initiatives, j'aime mener des projets différents. Et c'est grâce à ça, en fait, que quand il y a eu un poste vraiment plus établi qui s'est ouvert, bah, effectivement, j'ai postulé en interne. Et ce qui a fait que vraiment après, ça a déboulé. J'avais vraiment osé prendre des mandats à l'interne et ils m'ont laissé faire. Voilà, même si je venais d'un contrat extérieur et puis que je n'étais pas censée être là plus qu'un mois ou 2 ou 3 là. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cette ouverture-là. Donc aujourd'hui, tu es en résidence permanente. Est-ce que tu es en chemin pour la citoyenneté ou pas? Oui, j'ai déposé mon dossier en début d'année. Donc là, c'est en cours. Ça devrait prendre une petite année, là, je pense. On va voir selon les délais. Mais oui, mon dossier est déposé. Quelles ont été les démarches pour obtenir ta citoyenneté canadienne? Alors là, moi, bah, c'est sûr que je suis passée par tout un parcours d'immigration, puis je suis tombée dans les bassins où on était très nombreux. Donc c'est sûr que moi, mettons, j'ai cumulé des permis de travail, surtout en plus que j'ai changé de poste entre-temps. Donc même si c'était la même entreprise, en changeant de poste avec un grade supérieur et tout ça, j'étais obligée de refaire un permis avec les délais, avec tout ce que ça a comme stress, parce que ces permis de travail, quand on a un permis qui est en cours de modification ou en cours ou en attente, on est bloqué, on peut pas sortir du territoire, parce que si ton permis il tombe au moment où t'es pas là, ben tu peux pas le présenter quand tu re-rentres. Enfin vraiment une histoire. Bon moi, je sais que le premier permis de travail, pour pas être justement en statut implicite qui m'empêcherait de retourner chez moi en France en cas où, ben, j'ai fait, comme on dit, le tour du poteau là. Donc je suis allée dans une frontière proche des États-Unis, puis voilà pour faire mon permis, et je l'ai refait comme ça une seconde fois. Après, j'ai pu avoir ma résidence permanente au bout de mon cursus, et la citoyenneté, ça a été un dossier en fait que j'ai déposé en ligne, finalement beaucoup moins compliqué que tout le reste. Donc vraiment fournir des preuves en fait qu'on a eu suffisamment de jours sur le territoire ces dernières années, sachant que les statuts qu'ils appellent, qui sont pas forcément de résidence permanente, donc tout ce qui est PVT, contrat de travail, même si je suis restée, je pense, 3 ans et demi, 4 ans en statut comme ça compte que pour une année. Donc c'est pour ça en fait que j'ai vraiment attendu les 2 ans révolus pour pouvoir envoyer ma demande parce que c'est pas cumulatif, c'est juste 365 jours qui prennent. Voilà, donc ça a été une particularité. J'ai lancé mon dossier. Je sais qu'ils vont me rappeler pour passer un test un petit peu de culture, là. On a un petit examen à passer. Puis après, ça va suivre son cours. Aujourd'hui, tu t'es lancé à ton compte, donc tu es entrepreneur. Oui. Est-ce que c'est les mêmes démarches qu'en France pour devenir auto-entrepreneur et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité?
Alors, pour être entrepreneur, quand je me suis renseignée au Québec, alors j'ai pas été entrepreneur en France, donc je connais pas tout. Là, c'est vraiment mon expérience parce que j'ai entendu. Au Québec, c'est assez facile d'ouvrir une entreprise, surtout quand tu opères en ton nom personnel. Parce que si tu as un nom d'entreprise particulier, tu vas devoir être obligé de t'enregistrer sous un nom particulier. Si tu opères à ton nom propre, tu n'es pas obligé d'avoir ce NEQ qu'ils appellent ce numéro d'entreprise au Québec. Moi, j'ai quand même décidé de me faire inscrire avec un numéro d'entreprise du Québec, donc NEQ, parce que je me suis aussi fait inscrire aux taxes qu'on appelle. Donc, ça m'a permis justement d'avoir cette obligation-là de facturer les taxes à mes clients. Parce que dans un premier temps, on n'est pas obligé de les facturer. Les taxes, on est obligé de les facturer quand on atteint les 30 000 dollars de chiffre d'affaires, je pense dans les 3-4 derniers mois de ton entreprise. Mais si tu as moins de chiffre d'affaires, en fait, tu peux très bien opérer sans facturer les taxes à tes clients. Moi, j'ai choisi de les facturer pour déjà avoir une crédibilité que mon entreprise est sincère, c'est pas juste quelque chose que je fais dans un coin de table. Et en même temps, en tant que un peu le mindset, je dirais, de investisseur, c'est que quand on facture les taxes aux clients, ben, l'avantage, c'est que quand toi, tu achètes du matériel ou peu importe en lien avec ton entreprise, tu te fais aussi rembourser les taxes de tout ce que tu achètes. Donc, l'un dans l'autre, ça balance. C'est sûr que le but, c'est de payer plus de taxes que d'avoir de retour de taxes parce que ça veut dire que tu as plus de recettes que de dépenses. Mais en termes de cash, c'est plus intéressant, je pense, de se déclarer aux taxes le plus tôt possible quand on ouvre son entreprise. Voilà. Donc c'est le même principe qu'en France au niveau de la TVA en fait, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ici, on a deux taxes, on a la TPS et la TVQ. Donc, on facture un pourcentage pour le gouvernement du Québec et un pourcentage pour, bien sûr, le fédéral, qui est le Canada. Canada. Donc, on a les deux taxes à facturer. Mais en France, moi, ce que je me rends compte, c'est que les travailleurs autonomes, là, c'est que il me semble qu'il faut qu'ils soient inscrits à tout ce qui est URSSAF et tout, là, pour pouvoir avoir ça. Versus que moi, j'ai pas de dépenses du URSSAF, que je sais qu'en France, ça fait des fois mal aux nouveaux entrepreneurs. Donc, c'est un peu là cette liberté. Je paye à rien, en fait, pour ouvrir mon entreprise, si ce n'est que j'achète mon matériel, en fait. Quel accompagnement tu proposes du coup? Alors, je vais toujours continuer à œuvrer dans le bien-être. Mes accompagnements sont vraiment axés, c'est sûr, entrepreneurs. Parce qu'étant donné que j'ai beaucoup travaillé dans le bien-être en entreprise, j'ai vraiment à cœur ça, en fait, de accompagner les personnes dans leur contexte professionnel. Donc, vraiment, c'est de passer d'un terrain très anxieux, des fois, dans ce milieu-là, et basculer vers une sérénité intérieure. Donc, il y a beaucoup la gestion émotionnelle, il y a la gestion aussi de notre communication. Si elle est, on va dire, alignée avec nous-mêmes, ben, on est beaucoup plus clair, puis on atteint des résultats qui sont beaucoup plus, en fait, en accord avec soi. Donc, on est vraiment sur ça, sur l'entrepreneuriat. Il n'empêche qu'il y a aussi des particuliers qui viennent me voir pour des séances individuelles. C'est pas des gros forfaits, parce que je fais aussi comme du coaching plus énergétique avec des soins, etc. Plus, voilà, en lien à ça. Donc, c'est ça, enfin, je touche un peu aux deux cibles, mais c'est vrai que voilà, mon but, c'est vraiment à terme d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs sur ce chemin-là. Et en parallèle aussi, j'ai lancé mon chalet locatif. Donc ça a été très longtemps que j'avais envie d'avoir un lieu un peu calme, de tout repos, en lien avec le bien-être toujours là, pour que les personnes ben, se reposent et un endroit à elles, que moi aussi, je puisse avoir un lieu comme ça pour moi. Donc pareil, on a entrepris des démarches. J'ai envie de dire que le marché immobilier à Montréal est très compliqué. Au Québec aussi, ça bouge beaucoup. On s'est accroché pour l'avoir. C'est toute une expédition, mais on a réussi justement à avoir notre premier chalet. Donc ça, on est super content. Je l'ai fait quand même avec mon mari. On est à deux sur ce projet-là. Et donc c'est en fait, c'est un peu... moi, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant que je navigue avec ces deux entreprises-là. Donc c'est sûr qu'il y a encore... Mais, des choses, on s'adapte. Il y a des surprises, voilà, qu'on est obligé de compenser. Voilà, on a encore un rythme à prendre, mais on a vraiment ces deux projets ensemble, quoi. Et comment du coup tes clients peuvent en profiter de ce chalet locatif? Je l'ai mis affiché sur les plateformes de location qu'on peut trouver, là, style Airbnb. Donc, il y en a plusieurs au Québec qui font ça. Donc, Airbnb le fait, mais il y a des équivalents qui sont très québécois. Donc, après, on peut afficher à plusieurs endroits. J'ai aussi mon propre site Internet. C'est sûr que quand on réserve directement chez le site Internet du propriétaire, c'est quand même moins coûteux que si on passe par une plateforme parce que la plateforme va prendre des frais. Sûr qu'il y a toute une démarche pour chercher un chalet au Québec. Même moi, au début, quand je suis arrivée ici, je ne trouvais pas des chalets à louer. Quand on est juste un couple, souvent, c'est des gros chalets où il y a 4-5 chambres. Et puis là, tu te retrouves avec un week-end qui te coûte 1 500 dollars.
C'est pas le but, voilà, quand tu es juste deux. Donc, vraiment, il y a comme une recherche à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de sites. J'ai choisi d'avoir les deux pour l'instant. Donc en fait, ces personnes peuvent louer au week-end, à la semaine, pour se ressourcer. Exactement. C'est minimum 2 nuits pour y aller. Puis ça peut être en semaine, le week-end, ça peut être plusieurs jours de suite. Et c'est à 1h45 de Montréal quand il n'y a pas de route barrée et quand il n'y a pas trop de trafic. Mais voilà, c'est quand même assez proche aussi de Montréal pour ça. Et puis suffisamment pour se retrouver dans un coin naturel, quoi. Et du coup, comment tu t'y es pris pour trouver ce fameux chalet, puisque en plus il n'est pas tout à fait à côté de Montréal. Quelles ont été les démarches que tu as entreprises pour trouver le chalet qui correspondait à tes attentes? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'acheter un chalet, j'ai acheté ma maison donc à un quart d'heure de Montréal, un quart d'heure en voiture, qui est un peu sur la rive sud, comme on dit, parce qu'à un moment donné, on a voulu être propriétaire, puis on avait tellement de difficultés à trouver un logement plus grand que ce qu'on avait à des prix corrects qu'on s'est dit, il vaut mieux qu'on achète. Puis ça, je dis, c'était avant, au début, on va dire, de la pandémie. Le marché était déjà très compliqué à ce moment-là. Je sais qu'il s'est empiré maintenant. On avait déjà goûté un petit peu à ce marché qui va très vite, où les propriétés sont mises en vente en 2 semaines, elles sont déjà achetées. Bref, Ça va être rapide. ouais, très rapide. Puis c'est un peu l'énergie du Québec, j'ai envie de dire, puis de Montréal surtout, où tout va très vite. Tu te rends compte qu'en France, les gens ne prennent pas des décisions aussi rapides, le marché est beaucoup plus calme. En tout cas, moi, je venais d'une petite ville, c'est pas du tout comme ça. Montréal, là, les personnes achètent, vendent très souvent. On voit que les personnes bougent, en fait. C'est vraiment des vies qui sont différentes. Ils n'ont pas peur de changer de vie, tout ça. Et donc, on avait déjà eu ça, on a vécu forcément les surenchères. Déjà avec notre maison sur la rive sud, où on a obligé de renchérir, puis on ne sait pas combien l'autre a mis de plus que toi sur la maison. Donc, c'est vraiment des enchères un peu à l'aveugle. C'est pas évident, je dirais qu'il faut observer le marché. Je pense qu'il faut des fois, tant pis, pas mettre une grosse somme, même si la maison nous plaît, parce que avec du recul, on sait à combien la maison est partie. C'est-à-dire qu'une fois que la maison a été achetée par quelqu'un d'autre, on peut demander à notre courtier, parce qu'on est vraiment passé par un courtier, ça s'appelle, qui nous a aidés et il nous dit, en fait, une fois que la maison a été achetée, à combien elle a été achetée. Donc, une maison qu'on a visitée, on n'a pas osé mettre une grosse somme de peur de se faire arnaquer aussi, parce que quand tu connais pas le marché, c'est compliqué. On montait des enchères à 10, 20, 30 000 dollars de plus, puis tu sais, ça passait pas quand même. Mais au moins, le jour où on a fait une offre d'achat au bout qu'on se soit fait plusieurs refus, je dirais 3, 4 refus, mais on a fait, je pense, une somme avec une valeur juste, puis nous, on était confortable avec ça, parce qu'on savait que c'était la valeur du marché. Maintenant, je dirais qu'au bout ça va faire 3 ans qu'on a la maison, je te dirais que je pense que le marché a encore plus bougé. Les enchères qu'on a fait avant, elles sont peut-être plus correctes maintenant. J'entends parler des fois de 100 000 dollars de plus que le prix affiché Ah en oui, quand tant même. qu'enchère. Ouais. Donc, ça, je pense que ça a bougé, pas partout, mais encore une fois, il faut bien connaître son secteur et puis il faut faire des essais-erreurs, faire confiance aux courtiers aussi que l'on embauche. Est-ce que tu peux en solliciter plusieurs? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est différent qu'en France, c'est-à-dire qu'ici, tu as un seul courtier que tu peux avoir, donc il va être personnel pour toi, pour la simple raison qu'il n'y a pas des agences comme en France immobilières qui vont dire j'ai une exclusivité maison. Ici, il y a juste un site internet qui s'appelle Centris, qui centralise toutes les propriétés qui sont à vendre, et puis en fait, tout le monde pioche au même endroit. Donc, il n'y a personne qui va avoir une exclusivité, en fait, ici. Et après, ça va être au courtier, par contre, qui va être le plus, on va dire, tenace, qui va être proactif aussi, qui va nous informer, qui va mettre des alertes. Et moi, je recevais par mail, en fait, les alertes qui correspondaient à mes critères. Voilà. Et puis, on y va vite, vite. C'est-à-dire qu'en général, on a une alerte pour la semaine, puis on en visite le week-end. Et le dimanche, on fait une offre, ça termine, et puis c'est vendu, quoi. Souvent, ça va très vite comme ça. Voilà. Donc, le chalet, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a pris la même courtière. Je lui ai demandé si elle voulait faire plus loin que la région de Montréal. Elle m'a dit, OK, moi, ça me va. Donc, on a fait beaucoup de routes. Pendant à peu près, je dirais, une recherche de 6 mois. On avait à peu près un rayon de 1 heure à 2 heures maximum de Montréal. Et en plus, c'était en hiver, donc les routes ne sont pas les plus agréables. Mais on a cherché, puis c'est sûr que bon, il y a eu des maisons, pareil, elles se sont vendues à 100 000 et quelques de plus. En plus, c'était une période de pandémie où les taux d'intérêt étaient bas, donc il y avait encore plus de personnes qui cherchaient. Enfin, c'était vraiment une période très, très active. Et puis, on a fait des offres qu'on n'a pas été acceptées. Enfin, voilà, ça a été encore la même histoire, mais on a visité beaucoup de coins, on ne s'est pas limité. Et puis, au final, à un moment donné, je pense qu'on a dû visiter 3 chalets dans le même week-end. Puis il fallait en choisir un sur les 3 parce qu'on ne peut pas faire 2 offres en même temps. Donc là, quand tu as 3 maisons qui te plaisent, ben, tu dois en choisir une voilà, pour Ah faire oui, l'offre.
C'est ça. Tu Parce peux pas que faire plusieurs offres en même non, temps. c'est ça, parce qu'une offre d'achat, pour eux, ici, c'est un contrat. C'est-à-dire que si tu fais une offre d'achat et qu'elle est acceptée, tu ne peux pas te rétracter. S'il faut vraiment prendre ça comme le seul moyen de te rétracter, si vraiment d'un coup tu perds ton travail et tu n'as plus accès au crédit, ben, ça va être une bonne raison. Mais sinon, c'est vraiment un contrat. Puis si tu respectes pas ça, on peut te demander une compensation. En fait, tu peux vraiment. Voilà, donc c'est vraiment un contrat. Donc on peut pas en demander plusieurs parce que justement, ça veut dire que ben, il y en a une des deux. Là, si tu as les deux ensemble, tu pourras pas faire les deux ensemble pour aller acheter. Donc voilà, donc vraiment des choix à faire. Puis on était encore plusieurs sur cette propriété-là. Puis coup de chance, ils nous ont pris, mais c'est vrai qu'on aurait très bien pu encore passer à côté. C'était c'était vraiment pas sûr. Quel conseil, du coup, tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient justement investir, que ce soit peut-être dans un chalet locatif aussi ou plutôt dans une propriété principale? Quel conseil tu pourrais leur donner? Mais c'est sûr que l'avantage, c'est de s'entourer, je pense, d'un courtier à la fois immobilier qui va rechercher les propriétés pour vous, puis qui va vraiment vous conseiller. Donc, pareil, y aller par référence parce qu'il y en a qui, clairement, y dorment et donc, tu n'as vraiment pas accès aux dernières offres qui sont en route. S'entourer aussi d'un courtier qu'on appelle hypothécaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va démarcher plusieurs institutions financières pour trouver le meilleur taux et puis qui va aussi vous dire votre taux d'emprunt. Parce que quand on visite une maison, on nous demande toujours notre préqualification. Donc ça, il n'y a qu'une banque qui peut vous préqualifier. Et sur votre préqualification, vous allez avoir le montant total du crédit maximal qu'on peut vous accorder. Donc si vous visitez une maison qui est beaucoup plus chère que ce que vous avez sur votre préautorisation, on ne vous laissera pas la visiter. Donc ça, c'est vraiment un gage aussi on va dire, de qualité de la personne qui va acheter. Et en même temps, il vous bloque un taux d'intérêt aussi. Donc, ça permet ça. Le taux d'intérêt, je pense qu'il bloque pendant 6 mois. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment les étapes à faire. C'est bien connaître son marché parce que, voilà, je sais que c'est frustrant quand on laisse passer une propriété, mais je pense que c'est bien d'être en accord aussi avec ça. Se renseigner aussi sur les taxes parce qu'on paye beaucoup de taxes, on appelle municipales et scolaires dans chaque municipalité où est-ce qu'on va s'établir. Donc, connaître aussi ce fameux budget-là qui est quand même conséquent. Et puis après, être patient aussi, des fois. Voilà. Et en préparant l'interview, tu m'as dit que, enfin l'interview, en préparant notre échange, l'épisode, tu m'as dit que tu avais beaucoup appris sur l'éducation financière au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ça va rester quand même juste mon expérience perso là. Je ne suis pas une pro des finances ni rien, mais ce que j'ai remarqué déjà en arrivant ici, c'est que il y a comme une sorte de hiérarchie qui n'existe pas comme en France. C'est-à-dire que sûr, quand on arrive dans un nouveau pays, ben, on s'intègre un peu comme on peut. Donc on commence à faire des rencontres et tout, puis très vite, moi j'ai remarqué que on côtoyait donc des personnes comme ça là qu'on rencontrait, puis très vite à table, ça parle de biens financiers qu'ils peuvent avoir, que ce soit ben, justement des chalets. Donc soit dans le locatif, certains en ont plusieurs, que leurs parents justement ont un patrimoine, mais c'est pas des personnes, je veux dire, allez voir, on pense pas là qu'ils ont tout ça. Mais ils le disent pas sous une façon, je pense, de se glorifier ou c'est juste pour un, voilà, on parle finance plus facilement. Alors il paraît j'ai quand même des Québécois qui me disent qu'ils sont encore un peu plus fermés, puis c'est encore tabou côté argent, mais je leur ai dit que pour moi en France c'était pire. Je pense que si on va à Toronto, Ontario, puis le reste du Canada, c'est encore moins tabou. C'est plus le système, enfin, la façon de penser américaine. Voilà. Mais le Québec, on s'y approche quand même. En tout cas, par rapport à la France, pour moi, on s'y approche, où on parle très facilement finance. Et puis, en fait, je me suis aperçue que dans mes premiers mois, j'ai côtoyé plein de personnes qui étaient millionnaires quelque part. Soit en immobilier, soit parce qu'effectivement, ils ont des parents qui ont toujours géré leurs finances de façon très consciente. Et je pense aussi, ce qui est important, c'est que comme au Québec, on n'a pas un système de retraite comme en France, ils n'ont pas le choix aussi un petit peu de s'éduquer dans ça. Parce que oui, les salaires sont plus hauts, mais c'est aussi une marge de manœuvre pour toi construire en fait ton épargne retraite. Donc, et puis moi, en ayant travaillé en plus dans une banque, même si je n'étais absolument pas dans le côté des chiffres, il ne reste que ben, tu t'intéresses quand même à ça parce que ça parle finance, ça parle opération, là, comme on dit. Et donc, en fait, j'ai eu tellement de réunions sur l'économie, sur pourquoi ça chute, pourquoi la bourse, etc. Parce que ce sont les comportements humains. Puis moi, j'avais aucune notion en ça. J'ai vraiment pas fait des études dans ça. Donc, ça m'a beaucoup éduquée. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Il y a un côté qui est moins tabou et il y a un côté, il y a une éducation financière à avoir parce qu'on sait qu'il faut prévoir sa retraite. Puis la retraite, on la prévoit vraiment comme on veut. Donc, beaucoup, c'est l'immobilier.
mais d'autres, ça va être des placements en fait qu'on va leur proposer, toujours selon son profil, parce qu'il y a un profil de risque aussi, là, des personnes qui sont plus ou moins à l'aise voilà, de mettre leur argent sur des choses plus risquées. Il y a beaucoup une histoire de vision long terme aussi que l'on cultive, qui est, je trouve, proche de l'entrepreneuriat aussi, parce qu'un entrepreneuriat, c'est ça, il faut voir sur le long terme, sinon sur le court terme, tu te dis, mais je perds trop d'argent, ça marche pas. Donc, on est un peu vraiment sur un mindset qui switch. Alors, est-ce que moi, j'étais prête aussi à comprendre ça quand je suis arrivée ici, parce que j'avais un petit peu ces ambitions-là un jour quand même d'être à mon compte? Ou est-ce que c'est parce que justement, tu rencontres tellement de gens qui sont comme tout le monde et qui parlent de cet aspect-là de leur vie très facilement, que du coup, ça te rend ça plus accessible, je dirais, à tous. Voilà. En fait, c'est grâce à ces échanges, à ces rencontres, à ces formations que tu as eues que justement, toi aussi, tu as voulu te lancer dans cet aspect chalet locatif, si je comprends bien. Oui, parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, je peux m'instruire, bien sûr, si c'est trop risqué, si ça passe pas, ben ça passe pas. Mais je veux dire, il y a aussi un service que en France, je ne connais pas. Ici, il y a beaucoup de conseillers en sécurité financière. Puis ça, c'est pas juste quand tu vas chercher un prêt hypothécaire qui vont te trouver le meilleur taux, c'est vraiment pour n'importe quel projet que tu as, même il y en a qui font appel à eux pour programmer en fait un budget voyage, parce qu'effectivement, il y en a des fois, ils n'arrivent même pas à faire ça, mais ils leur font vraiment reprendre leurs finances en main, parce qu'effectivement, on a besoin de s'éduquer quand même dans ça. Puis, je sais que les statistiques au Québec sont peut-être pas extraordinaires sur le est-ce que les personnes arrivent à prévoir vraiment leur retraite et tout ça, c'est pas évident. Je sais qu'il y en a qui n'y ont jamais pensé ou qui y pensent trop tard, mais il y a quand même ce métier-là qui existe, et puis à n'importe quel stade de notre vie où est-ce qu'on est, on peut très bien leur demander conseil. Puis moi, quand j'ai voulu acheter mon chalet, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne savais pas du tout si c'était possible, puis je suis allée voir une personne qui m'a vraiment aiguillée sur comment ça marchait, sur mes différentes options, et puis voilà. Donc ça a vraiment été du cas par cas. Justement, si on est salarié, par exemple, si on dit, moi, je vais être salarié encore pendant 30 ans, ils vont pas te proposer les mêmes choses que si tu es salarié et puis que tu veux arrêter et puis partir en entreprise. C'est vraiment, ils personnalisent vraiment leur approche. Voilà, donc c'est ça aussi qui nous permet de nous éduquer. Je suis plutôt contente que tu mettes l'accent là-dessus parce que, en plus, en tant que Français, on a parlé juste avant d'enregistrer, on parlait des cartes de crédit, des cartes de débit. Comment on fait pour se familiariser et s'adapter justement à ce nouveau système financier au Canada? Ben, le système financier, au début, on demande comment ça se passe justement, la carte de crédit. Moi, au début, je comprenais pas la différence parce qu'en plus, ils appellent ça crédit. Donc, nous, en France, on fait pareil. Puis, au début, je pense que moi, je suis tombée sur un conseiller financier qui nous a quand même pas mal éduqués. Voilà, qui nous a pas mal éduqués, qui nous a expliqué qu'il avait souvent des nouveaux arrivants de France qui venaient ouvrir leur premier compte, donc ils savaient très bien qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'au début, le crédit, c'était juste un 500 $ parce qu'on ne nous connaît pas, on n'a pas d'historique, donc c'est le minimum qui nous ouvre. Sauf que pour acheter, par exemple, un billet d'avion, ben, c'est plus que 500 $ souvent. Et les billets d'avion, on peut les acheter qu'avec une carte de crédit, pas avec une carte de débit. Donc, même si tu as l'argent sur ton compte chèque, tu ne peux pas t'en servir en tant que carte de crédit. Bon, après, il y a des astuces de mettre de l'argent sur sa carte de crédit pour qu'elle soit en positif, là, mais le but, c'est ça. Et après, il y a tout un système aussi de cartes bancaires. Si, mettons, tu as un profil qui dépense tant par année, tu vas plus t'orienter vers une carte bancaire comme ça. Tu as des cartes bancaires qui te permettent d'avoir des promos sur l'essence. D'autres, c'est plus sur les voyages. Donc, en fait, il y a tout un monde sur les cartes bancaires aussi que j'ai vraiment découvert ici. Le cumul de points et tout ça. Donc oui, c'est un système qu'au début, on y va un peu à tâtons, mais une fois qu'on a compris le principe, là, qu'on rembourse sa carte de crédit au fur et à mesure, on voit que eux-mêmes, c'est ça aussi, l'accès au crédit est facile. Je trouve que par rapport à la France, c'est l'accès au crédit est très facile, peut-être un petit peu trop si on ne fait pas attention. Et donc là, tu as toute une palette d'options parce qu'on te dit que tu as une cote de crédit qui est attitrée à ton profil. La cote de crédit, c'est ça en fait qui va te permettre d'être crédible. Souvent, quand tu veux avoir un prêt, donc plus tard, si tu veux augmenter ta limite de crédit sur ta carte, si tu veux avoir un logement, des fois, ils aiment bien savoir un peu si tu es quelqu'un qui est un bon payeur ou pas. Et la cote de crédit peut très très vite baisser pour des bêtises comme t'as pas payé ton forfait, par exemple, de téléphone. Voilà, si d'un coup tu as un retard, ça va très très vite décoter. C'est pas des grosses sommes. C'est pas, on n'a pas forcément un mauvais score parce qu'on a fait faillite. C'est plutôt parce que c'est des petits paiements comme ça idiots. Donc il faut vraiment vraiment être à ses affaires
pour que quand les personnes nous font des prélèvements, il faut vraiment que l'argent soit là parce que la cote de crédit va très très vite baisser. Quand on est nouveau arrivant, on a une cote moyenne, puis avec le temps, pour l'augmenter, il faut utiliser beaucoup le crédit. Donc nous, ce qu'on nous a conseillé, c'est sûr qu'avec un prêt hypothécaire pour la maison, ça nous a déjà augmenté notre niveau de crédit. Donc tant qu'ils voient qu'on rembourse bien, mais on a une meilleure cote. On a aussi ouvert une marge de crédit qu'ils appellent, on s'en sert pas, mais on nous a dit, vous y avez droit, vous tapez dedans si un jour vous avez un problème. On l'a pris. C'est toujours à zéro, mais tu sais, on l'a pris pour qu'ils voient que tu as accès à de l'argent qui est pas à toi, mais tu t'en sers modérément. Donc pour eux, c'est un gage de, on va dire, ben, de bonne gestion. Voilà, c'est ça. Est-ce que justement tu as des ressources ou des livres ou des formations peut-être que tu as passées justement sur la gestion financière? J'ai pas vraiment passé de formation, ça a beaucoup été demandé à des conseillers en finance. Après, moi, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, je m'éduque aussi pour voir les opportunités qu'il y a. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est investissement et encore, j'en suis vraiment pas loin. Puis, je sais pas si j'ai un profil vraiment à mettre mon argent en bourse et tout ça là, avec parce que je connais pas grand-chose. Puis, c'est peut-être pas fait pour moi pour l'instant, mais il y a des groupes Facebook qui en parlent beaucoup, dont un qui s'appelle L'argent ne dort jamais, qui est vraiment très axé québécois. Et là, en fait, juste en lisant des témoignages de personnes, ça peut être n'importe quel scénario, hein, des gens qui divorcent, comme des gens qui veulent acheter, comme des gens qui ont un héritage, ils ne savent pas quoi faire de leur argent, parce que c'est ça, en fait. On fait quoi selon ce qu'on veut vivre? Et là, en fait, tu as beaucoup d'experts, des fiscalistes et tout ça qui répondent. Donc, juste de lire, des fois, tu dis, ah oui, ça, on peut le faire, ça, on peut le faire. OK, bon. C'est pas encore pour soi, mais je trouve que ça laisse une ouverture justement pour s'offrir des options différentes. Après, il y a un livre qui est très connu au Québec et je pense qu'on commence à en parler en France parce que j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, je connais, c'est Liberté 45, voilà, de Pierre-Yves Maxwin, là, si je le prononce bien, qui est vraiment un maître en gestion financière parce que justement, le but pour lui, c'est d'être libre à 45 ans de toute dette et d'être autonome le plus possible. Alors, même si c'est pas forcément l'objectif de tout le monde, même si c'est pas forcément possible selon notre âge et selon la vie qu'on a, juste de lire un petit peu ce qu'il dit, mais ça éduque aussi. Voilà. Donc, on en parle beaucoup à la radio, je trouve. Voilà, ce sont des sujets qui sont beaucoup, beaucoup abordés. J'imagine que tu as vu ce qui s'était passé un peu par rapport au système de retraite en France ces derniers mois. Hum, on en a aussi parlé tout à l'heure, quelle différence tu as pu constater au niveau du système de retraite au Canada, puisque tu disais que les gens essayaient, pour ceux qui peuvent en tout cas, d'investir au maximum dans l'immobilier. Comment ça marche le système de retraite au Canada? Alors, je te dirais la partie Québec, parce que nous, avec le Québec, on cotise aussi. Donc, avec ça, de ce que j'en sais, on a un minimum qui est cotisé quand on est salarié. Auprès du Québec, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être suffisant pour une retraite à la fin, mais il y a une partie quand même qui y va pour avoir un retour si on est resté là très longtemps. Et puis, souvent dans les grosses entreprises, ils appellent ça un fonds de pension. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent sur ton salaire chaque mois une somme, puis ça s'appelle un fonds de pension. Donc, en fait, eux, ils font travailler cet argent-là pour toi, puis ils le placent. Et puis, c'est sûr qu'au bout de plusieurs années, si vraiment tu prends la retraite avec cet employeur-là, euh, il y a quand même des garanties qui sont pas mal plus intéressantes que n'importe quel placement, je pense que tu pourrais trouver dans une banque, quoi. Voilà. Parce que avec ce système-là, tu as un pourcentage de ton salaire à la fin qui va être garanti, et puis voilà. Euh, donc, je dirais c'est vraiment c'est chaque profil est différent. Il y a beaucoup de livrets que si tu places ton argent, on diminue ton impôt aussi, ou tu as un retour d'impôt parce que tu as bloqué ton argent pour la retraite. Donc, je dirais que l'immobilier, ça fait plaisir quand tu as un profil un peu plus de liberté, tu veux entreprendre. Il y a des salariés, ils vont pas du tout dans ce domaine-là. Ils ont leur fonds de pension, ils cotisent, ils placent dans des REER, qu'on appelle, et puis après, voilà, ils ont plus un portefeuille en banque. Puis ça encore, c'est son division sur 30-35 ans qu'on te pose plein de questions avec ton conseiller pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour toi, comment tu penses vivre quand tu vas être à la retraite, si tu veux faire des voyages. Enfin,
Voilà, bon, c'est pas évident. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime me projeter aussi loin. En plus, là, je suis dans mon côté bien-être, j'aime beaucoup le côté instant présent. Donc, on va dire que je jongle un peu avec ces deux choses-là. Mais c'est ça aussi, ça nous fait nous questionner aussi sur comment on voit la vie. Puis voilà. Donc, Delphine a lancé récemment son podcast autour du bien-être. Elle donne des conseils, du contenu vraiment à forte valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être les prochains épisodes, si tu as déjà des idées qui vont sortir et comment il s'appelle pour qu'on puisse aller le suivre? oui, merci. Mais en fait, mon podcast s'appelle Purement Soi. Donc, il est présent autant sur ma chaîne YouTube que dans toutes les plateformes qu'on peut écouter des podcasts. Il y en a tellement maintenant que je ne peux pas toutes les citer, mais c'est ça. Il est vraiment dédié, je dirais, aux personnes qui ont à cœur, je pense, leur santé émotionnelle, qui ont envie justement d'aller plus loin dans leur vie. Mais que souvent, ce qui nous bloque, c'est nos croyances, c'est nos peurs, c'est tout ça qu'on apprenne justement à les identifier, à les gérer dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit professionnellement parlant, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer en parallèle un peu, je raconte aussi un peu mon histoire parce que je passe par là aussi. Donc, avec mon expérience aussi de vie, avec des conseils hein, vraiment de coach, de thérapeute, proposer des idées, des exercices aussi à appliquer pour y voir plus clair, en fait, en soi. Des fois, je mets des petites fiches à télécharger aussi pour avoir un support visuel avec des exercices aussi à faire pour l'avoir chez soi, puis prendre son temps d'écrire, puis voilà, d'avoir ces réflexions avec soi-même. Donc, c'est vraiment ça le but. Puis, je vais faire intervenir des invités aussi, parce que je pense que le parcours de plein de personnes différentes dans plein de domaines, ça peut être riche aussi et on apprend beaucoup justement avec les histoires des autres. Donc, c'est ça un petit peu qui s'en vient. Et j'imagine que c'est adapté à tous les niveaux, même si on est débutant, on peut aussi écouter tes conseils et les appliquer. Exactement. Quand on entreprend un chemin de connaissance de soi, de bien-être, c'est tellement un chemin un peu d'une vie entière là que peu importe les projets qu'on a, des fois il va y avoir des périodes d'accalmie, mais des fois on a encore besoin d'aller chercher des réponses. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de niveau. N'importe où est-ce qu'on en est, on peut tout écouter. On le comprend aussi avec sa conscience du moment. On le comprend avec ce qu'on vit. Puis il y a des choses qui vont résonner plus que d'autres. Il y a des thèmes, c'est sûr, qu'on va devoir chercher parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin dans l'instant présent. Mais c'est vraiment ouvert à tous, oui, bien sûr. Et si on veut justement aller voir un petit peu les différents accompagnements que tu proposes dans le coaching bien-être, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai un site internet où tout est écrit. Donc, c'est delphinefontaine.com. Donc, Simple, voilà, efficace. ça va être écrit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi? Oui, j'ai une page Facebook aussi à mon nom, prénom. Et j'ai un compte Instagram aussi à mon nom, prénom. Donc voilà, vraiment très simple, mais vous allez pouvoir me suivre. J'ai aussi une infolettre. Donc pareil, vous trouverez tout ça sur mon site web ou sur mes réseaux là, avec les liens en bio. Si vous souhaitez recevoir donc, dans votre boîte courriel des conseils et tout ça plus précis et personnalisé, c'est possible aussi. Voilà. Et si on veut se projeter dans le chalet locatif, c'est où qu'on peut le voir? Oui, donc il s'appelle l'Instant Présent. Il se trouve donc en Mauricie, exactement, c'est Saint-Alexis-des-Monts. Il y a un spa, ça c'est super agréable en tout temps, mais l'hiver encore plus là. Et donc voilà, vous avez un lien de Reza directement sur mon site internet. C'est en général plus intéressant au niveau tarif que sur les plateformes de location, là, comme on dit, qui sont plus grand nombre. Et puis c'est ça. Et puis je peux répondre à n'importe quelle question, message privé, que ce soit pour le chalet ou pour le coaching, si ça vous interpelle. Moi, je fais des accompagnements vraiment individuels puis personnalisés aussi. Donc, avec grand plaisir de pouvoir échanger. Génial. En tout cas, je remettrai tout dans le descriptif, les liens, que ce soit pour les réseaux sociaux, le site internet et le chalet. Comme ça, chaque personne pourra trouver ce qu'elle recherche. Dernière question. Est-ce que tu peux nous donner des ressources, livres, films, séries qui t'ont inspiré dans ton expatriation de façon générale, qui t'ont aidé dans toutes les étapes de ton expatriation? Et c'est pas évident parce que moi, ça a toujours été l'instinct de partir ici. Tu sais, ça n'a pas vraiment été une inspiration. Mais ce que je dirais, tu sais, j'ai toujours aimé un peu connaître les débuts entrepreneuriaux, surtout du côté américain. Parce que c'est toujours des histoires un peu où ils partent de zéro, puis tu sais, ils font des grands trucs et tout, ou peu importe là. Dans le Fait que garage.
Ouais, voilà, des choses comme ça, et je trouve ça intéressant parce que je trouve ça inspirant, justement. Mais après, voilà, ça reste des pays où on peut tout avoir et aussi tout perdre très vite, là. Ça, c'est aussi une nuance à garder en tête. Mais ouais, mais tu sais, c'est des documentaires aussi, même maintenant, ils en font beaucoup, là, sur certains coachs, sur même des célébrités. Moi, il y a des chanteuses aussi, là, qui font des reportages sur elles. Bon, c'est sûr qu'elles vont pas mettre des choses qui sont négatives, mais c'est inspirant, je trouve, ces parcours-là, même de stars, à quel point, comment ils pensent, comment ils en sont arrivés là, qui sont passés d'un côté plus pauvre à vraiment une carrière et tout. C'est des choses un petit peu qui m'inspirent et c'est beaucoup le mindset américain tout le temps. Et c'est ce que je retrouve ici, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que c'est pas le côté non plus excessif, parce qu'au Québec, on a aussi une culture qui est un peu française à la fois, donc il y a comme le juste équilibre ici. Mais c'est ça qui m'a toujours un petit peu inspirée, quoi. Mais sinon, clairement, moi, je suis très forum. Pour mon expatriation, ça m'a beaucoup aidé, en fait, les forums sur le PVT, les groupes aussi, où tu peux échanger avec des avocats en immigration, parce qu'il faut vraiment, vraiment se renseigner super bien. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur parcours. Il y a un couple là, franco-canadien qui est connu, là, c'est Happy Life. Ils sont très, très, très drôles. Il y en a un qui est canadien, puis l'autre qui est français, donc ils n'ont pas les mêmes expressions, donc c'est rigolo en fait la différence de langage. Et puis elle a fait ce parcours-là aussi, donc elle parle beaucoup aussi de son expatriation, puis de son bonheur d'être ici. Donc voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui en parlent maintenant. Ça me fait penser les histoires inspirantes de stars. Je sais pas si tu l'as vu, de celle de Tony Parker sur Netflix, Tout à fait. qui dit justement que à 15, 16, 17 ans, je m'en souviens plus, il était trop petit pour être repéré par justement Mm, les sélectionneurs. Puis finalement, il a fait une super carrière aux tout à États-Unis. fait. Comme quoi, tout est possible. Ouais, ouais, exact. Puis aussi, pour rester dans le basket, là, je sais plus le titre du film, mais c'est avec Michael Jordan, là, sur l'entreprise Nike et Adidas, là, un petit peu, je pense que c'était ça un peu la guerre, et qu'il y en a un qui voulait l'avoir pour justement faire prospérer leur marque. Et puis pareil, quoi, tous les détours qu'ils ont passés, puis c'est vraiment une image, c'est vraiment fort, en fait. Il y a un alignement profond quand on veut aller chercher un truc comme ça. Puis moi, je sais que dans mon expatriation, c'est ça, je pense, c'était l'alignement à cette vie-là plus que la préparation en amont, quoi. Le conseil de la fin, ce serait de se laisser porter, de pas tout prévoir et de vivre l'instant présent. Ouais, pour moi, le PVT, c'est ça. Parce que je ne savais pas du tout si j'allais rester 3 mois, 2 ans, 5 ans. Ça a été vraiment un imprévu. Donc, oui, oui, c'est vraiment le vivre à fond et je pense d'être plus dans le lâcher prise. On prend beaucoup plus de plaisir. Merci Delphine. Merci à toi, Hélène. Si tu dois retenir 2 choses de cet épisode avec Delphine, c'est que l'éducation financière est super importante même si tu arrives en tant que PVTiste à Montréal. Elle est super importante parce qu'en fait tu vas en avoir besoin pour absolument tout. Pour commencer, pour ouvrir un compte en banque, pour obtenir ta carte de crédit. Ensuite, si tu veux devenir propriétaire, pareil, ce sera important de t'entourer des bonnes personnes, de te former, de te faire conseiller par des experts justement en finance. Parce que c'est pas le même fonctionnement qu'en France. Et en plus, Delphine l'a souligné plusieurs fois, on peut parler librement d'argent au Québec, que ce soit avec des gens que tu connais depuis quelques heures ou avec des gens que tu connais depuis des années. C'est tout à fait possible. Tu peux aussi rejoindre les groupes Facebook, dont un qu'a mentionné Delphine, pour justement te familiariser avec le sujet des finances à Montréal. Et la deuxième chose importante, c'est ne prévois pas tout quand tu arrives à Montréal. De toute façon, tu pourras pas tout prévoir. Laisse-toi aller, laisse-toi découvrir les choses, laisse-toi explorer Montréal, ses alentours, d'autres villes du Canada pour voir si c'est peut-être une autre ville qui te correspondrait mieux. Essaye plusieurs jobs, rencontre des gens, que ce soit des Français, des Québécois ou d'autres nationalités. Ose, tente, n'aie pas peur. Vraiment, prends ça comme une expérience et pas comme une décision qui va rester, toute la vie, quoi. Ça peut être 2 ans, comme ça peut être plus si t'as envie de rester. Mais c'est toi, encore une fois, je le dis souvent, c'est toi qui décides de ton destin. Et si jamais, ça te plaît pas, tu peux toujours prendre un avion et rentrer en France. Il n'y a rien de perdu. Au contraire, c'est une expérience qui va te faire grandir. Delphine l'a dit plusieurs fois. Tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur tes capacités, sur tes limites, sur tes croyances. Donc ose, tente, échoue, essaie et apprends. Je crois que c'est le message de cet épisode. Merci de l'avoir écouté en tout cas. Avant de partir, tu connais le dicton. N'oublie pas de partager à un ami qui se poserait des questions sur le Canada ou qui est curieux sur le fonctionnement du Canada.
Tu peux le partager aussi sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de laisser 5 étoiles, un commentaire, un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ça donne de la force et ça pousse à fournir encore plus d'épisodes. Abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast, pareil, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que en laissant ton avis, en laissant des étoiles, en fait, ça va améliorer la position et le classement du podcast dans certaines catégories. Voilà pourquoi j'insiste autant, tout simplement. Donc, ton avis et les étoiles que tu laisses, ça compte énormément pour favoriser la visibilité du podcast. Et reste connecté pour le prochain épisode qui va sûrement t'intéresser. On parle avec Marine de voyage à travers le Canada. Elle a fait 30 000 km seule en voiture à travers tout le Canada. Ça va être super intéressant si t'as envie de voyager solo ou même si t'as envie de voyager tout court. À tantôt comme on dit à Montréal.